Le 1er mars 1980, l'officier Bob Warner se prépare un café chaud pour affronter la nuit de travail qui l'attend. Avec un collègue, il est de garde au commissariat d'Ukiah, en Californie. Et ça lui plaît pas beaucoup, parce que Bob, c'est un gars qui aime l'action. Veiller derrière un bureau, ça l'ennuie profondément. Mais surtout, il est frustré, parce qu'il sait qu'il y a plus important à faire. Depuis plusieurs jours, toutes les unités du coin sont en alerte maximale à la recherche d'un certain Timothy White, un petit garçon de la ville qui a disparu en revenant de son école. Alors il passe le temps comme il peut, par exemple en lisant les derniers rapports pour se tenir à jour sur l'affaire. Et puis en levant les yeux, il semble halluciner. Il croit voir une petite tête blonde le regarder à travers la porte du commissariat. Il se dit que c'est sûrement la fatigue et que l'affaire commence vraiment à le peser. Mais en regardant à nouveau, il comprend qu'il y a bien quelqu'un. Un petit garçon qui tente d'ouvrir la porte du commissariat. Mais l'enfant prend peur, puis part dans la direction opposée. Bob saute de son siège et fonce dehors, tout en appelant du renfort sur sa radio. Arrivé sur le trottoir, il croise à nouveau son regard. C'est bien un petit garçon qui est planté là. Et il est en pleurs dans les bras d'une autre personne, un adolescent, qu'il fixe sans dire un mot. Bob ne le sait pas encore, mais il vient tout juste de retrouver Timothy White, disparu depuis plusieurs jours, mais aussi un certain Steven Steiner, disparu 7 ans plus tôt et que tout le monde croyait mort. Alors comment ils se sont retrouvés là? Comment ont-ils survécu? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Aujourd'hui, vous allez tout savoir puisque je vais vous raconter leur histoire. On est le 4 décembre 1972 à Merced, en Californie. La famille Steiner, au cœur de cette histoire, vit dans un quartier calme où tout le monde se connaît. C'est plus ou moins l'endroit parfait pour fonder une famille. Et ça tombe bien parce qu'ensemble, les époux Steiner vont avoir 5 enfants. Steven, c'est le 3e de la fratrie et c'est un énorme pot de colle. Il adore son père et il le suit absolument partout où il va. Que ce soit le tracteur de la famille, la pêche ou le canap de la famille, si son père y est, et ben Steven y sera aussi. Les seuls moments où ils sont séparés, c'est quand Steven part à l'école. Le matin, toute la fratrie part ensemble sous la supervision de Carrie, le grand frère de la famille. Alors même s'ils détestent jouer ce rôle de gardien, ça rassure évidemment leurs parents. Et Steven, lui, il aime pas trop non plus être tout le temps surveillé. Et ça tombe bien, parce que ce jour-là, Steven a de la chance. Il finit les cours à 14h plutôt que tous ses frères et sœurs, et il peut donc rentrer chez lui tout seul, comme un grand. Sauf que malheureusement, il arrivera jamais à destination. Sur le chemin du retour, Steven croise la route d'un homme d'une trentaine d'années qui distribue des tracts religieux aux gamins du quartier. Et quand il voit Steven, il se contente pas de lui donner un tract, il lui demande si sa mère serait prête à faire une donation à l'église. Alors Steven, qui se méfie de rien, répond que oui. Il sait que sa mère est religieuse et qu'elle donne déjà souvent à l'église locale. En entendant ça, l'homme sourit, et puis il se retourne et fait signe à une voiture garée un peu plus loin. Au volant, un autre homme, plus âgé, leur dit de monter. Steven s'installe sur la banquette arrière sans se douter de rien et indique aux hommes la route à suivre pour se rendre chez lui et parler à sa mère. Dans sa tête d'enfant de 7 ans, rien ne lui paraît étrange. Sauf qu'en arrivant devant la maison, la voiture continue d'accélérer. Steven immédiatement il s'inquiète, il leur dit qu'ils se sont trompés de chemin, mais le gars au volant lui dit de pas s'inquiéter et qu'il va prévenir sa mère par téléphone. Ce gars au volant, c'est Kenneth Parnell. Il vient du parc Yosemite d'où il est descendu avec Murphy, l'homme qui distribuait des tracts. Si Steven connaît leur nom, c'est parce qu'ils se parlent devant lui depuis tout à l'heure et qu'ils cachent pas du tout leur identité. Comme promis, Kenneth s'arrête à une station-service et il fait semblant de passer un appel dans la cabine téléphonique la plus proche. Il en revient tout sourire et il explique à Steven que tout va bien. Sa maman accepte qu'il les accompagne sur la route et l'autorise même à passer la nuit avec eux. De notre point de vue, c'est évidemment un énorme red flag. Mais Steven, lui, il a 7 ans, il est innocent, il a pas trop été sensibilisé à ce sujet, et donc il est incapable de comprendre que ces deux hommes veulent lui faire du mal. Pour lui, du moment que sa maman est ok, rien ne peut lui arriver. Et pourtant, le piège vient juste de se refermer sur lui. Mais il n'y a pas que Steven qui vient de se faire piéger, il y a aussi Murphy. C'est un collègue de Kenneth et ils bossent tous les deux au Yosemite Lodge, un hôtel situé au cœur du parc. En fait, Kenneth a compris que ce gars était super facile à manipuler et lui a fait croire qu'aujourd'hui, ensemble, ils allaient secourir un enfant. Ça fait des jours et des jours qu'il bassine Murphy en lui expliquant que les familles de Merced sont violents avec leurs enfants et qu'il en a eu la preuve en discutant avec l'une d'entre elles. Et Murphy, c'est un ancien enfant battu. Donc en apprenant ça, il est révolté et il accepte donc d'aider Kenneth à trouver un enfant et à le secourir. Le problème, c'est que Murphy, il connaît pas vraiment Kenneth. Alors oui, ils sont collègues, mais il sait rien de son passé. Et encore moins qu'en réalité, c'est un criminel extrêmement dangereux, déjà condamné il y a 20 ans pour des braquages, des évasions de prison et pour avoir abusé d'un enfant. Et si Kenneth s'est retrouvé depuis quelques mois dans le parc national de Yosemite, un lieu éloigné donc de tout, c'est pas par hasard. Il voulait juste refaire sa vie dans un endroit isolé, loin de tout soupçon, avant de trouver une nouvelle cible. Après une longueur de route, Kenneth se gare en face du Yosemite Lodge où il a une chambre de fonction. Il fait monter Steven, verrouille la porte et va s'adresser à Murphy. Murphy s'attend à se faire féliciter, mais il se passe tout l'inverse. Kenneth l'engueule et lui dit qu'ils sont tous les deux dans la merde. Que ce qu'ils viennent de faire va leur attirer beaucoup de problèmes. Et que s'ils veulent pas finir en prison, il a vraiment intérêt à garder le silence. Murphy, même s'il est très naïf, comprend qu'il vient de se faire piéger par Kenneth et que cette histoire de secourir un gosse était complètement bidon. Mais il a tellement peur d'aller en prison qu'il dit rien et n'avertit personne de la situation.
À Merced, dans la ville natale de Steven, c'est la panique générale. Ses parents sonnent aux portes de tout le quartier en découvrant que leur fils n'est pas rentré après les cours. Malheureusement, aucun voisin n'a vu Steven depuis son départ à l'école, et donc très vite, c'est la police qui prend le relais, puis toute la ville se met à essayer de retrouver Steven. Personne n'a envie de croire à une disparition, mais le temps presse. Plus on attend dans ce genre d'affaires, et moins on a de chance de retrouver la personne disparue. Alors les habitants organisent des battues aux alentours, et la police déploie des unités un peu partout pour quadriller la zone. Mais à la nuit tombée, toujours aucune trace de Steven. Les Steiner décident alors de poursuivre les recherches toute la soirée. Ils explorent aussi bien les forêts aux alentours que la décharge de la ville de fond en comble, ils mettent toutes les chances de leur côté. Le lendemain, la police ouvre une enquête criminelle. Et procédure oblige, les premiers à passer à l'interrogatoire sont les parents de Steven. Un policier demande directement au père si c'est lui qui a tué Steven, ce qui est horrible pour un parent dans cette situation, mais c'est le protocole, c'est comme ça, les proches sont souvent les premiers suspects. Et je vous rassure, la police est sur d'autres pistes en parallèle, notamment une très bonne piste. Il y a toute une équipe qui épluche les listes d'employés de la région, notamment ceux qui bossent dans le parc national de Yosemite. Parce que oui, tout le monde le sait, c'est un endroit parfait pour disparaître ou pour faire disparaître quelqu'un. Et c'est une très bonne piste parce que rappelez-vous, Kenneth et Murphy, ils bossent là-bas, donc ils devraient apparaître sur ce registre. Sauf que le garde forestier en charge des listes va faire une immense connerie. Il donne bien aux enquêteurs une liste des employés du Yosemite Lodge, là où bossent Kenneth et Murphy, sauf qu'il est pas au courant qu'il y a deux équipes dans l'hôtel. Il communique donc juste la liste de l'équipe A et pas celle de l'équipe B, dont les noms des ravisseurs font partie. À cause de ça, leur nom n'apparaîtra donc jamais dans une liste de potentiels suspects. Pendant ce temps, l'affaire fait le tour de la région. Tous les journaux ne parlent plus que de Steven et tout le monde se mobilise pour le retrouver. Mais les jours passent et malgré l'effort des habitants et de nombreux bénévoles, Steven a disparu pour de bon. L'enquête est tellement au point mort que la police désespère et finit par auditionner des médiums dans l'espoir qu'ils aient une piste, mais malheureusement, vous vous en doutez, ils proposent rien d'autre que des théories fumeuses. Et le pire dans tout ça, c'est que Kenneth, il fait pas spécialement d'efforts pour dissimuler Steven. Ça lui arrive de l'emmener avec lui en voiture, de le laisser sur le siège passager, à l'avant, à la vue de tous, ou même de se balader en dehors de l'hôtel alors qu'il y a des avis de recherche avec sa tête placardée partout. Jamais réellement inquiété, Kenneth a donc une emprise totale sur Steven. Alors je vous passe les détails sordides, mais vous vous en doutez, Kenneth abuse régulièrement de Steven. Murphy est au courant, mais à cause des menaces de Kenneth, il a trop peur de prévenir la police. Il lui suffirait littéralement d'un seul appel pour sauver ce gamin, et malheureusement ça n'arrivera jamais. Et pourtant Murphy il fait de son mieux pour que Steven aille bien. C'est lui qui est chargé de le garder quand Kenneth part travailler, et il en profite pour lui acheter des comics, des fast-food, de quoi changer les idées en fait. Mais malheureusement Kenneth va aller encore plus loin dans la manipulation et l'horreur. Faire croire à Steven que ses parents l'ont abandonné. Il lui explique qu'ils avaient en fait trop d'enfants à gérer et pas assez d'argent pour les élever, et que donc ils ont demandé à Kenneth de le garder et que c'est pour ça qu'il est ici. Il va même en rajouter une couche et lui dire qu'un juge viendrait justement de lui accorder officiellement sa garde. Encore une fois, ça peut paraître gros, mais Steven c'est juste un enfant de 7 ans qui littéralement ne comprend pas ce qui lui arrive. Il est évidemment très triste en apprenant tout ça et il commence à croire qu'au final Kenneth n'est pas si méchant que ça. Et pour marquer le coup, Kenneth lui dit qu'il doit maintenant utiliser un nouveau nom. Steven devient Dennis Parnell et c'est désormais le fils adoptif de Kenneth Parnell. Et petit à petit, toute cette mascarade, ça finit par fonctionner. Steven finit même par l'appeler papa alors que les abus continuent tous les jours. Pour continuer de brouiller les pistes, Kenneth fait tout pour jouer un rôle de père sympa au premier regard. Par exemple, il va offrir un chien à Steven, un petit Manchester Terrier que Steven va appeler Queenie. Et pour un enfant de 7 ans, recevoir un chien, c'est un cadeau incroyable. Et à défaut de pouvoir comprendre que c'est juste une façon de le manipuler un peu plus, Steven il va adorer Queenie. Parce que ce petit chien, ça va devenir sa seule source de réconfort dans tout ce cauchemar. Et c'est d'ailleurs peut-être ce qui va lui permettre de tenir, de s'accrocher malgré ce qui lui arrive. Toujours dans l'optique de se faire passer pour un père sympa, Kenneth décide de fêter Noël avec Steven comme si tout était normal. Ils se font un petit repas et il lui offre même des cadeaux comme le veut la tradition. Là encore, Steven est ravi et la frontière entre nouveau père et ravisseur continue de se brouiller. D'ailleurs, du côté de sa véritable famille, ce Noël c'est une épreuve hyper difficile. Ils célèbrent sans Steven à leur côté et sans même savoir s'il est toujours en vie. Mais malgré ça, tout le monde lui a prévu un cadeau dans l'espoir qu'il réapparaisse un jour et qu'il puisse les ouvrir. Et devant la maison des Steiner, des voisins et des policiers se relaient eux aussi pour déposer des jouets et des fleurs. Malheureusement, le 2 janvier 1973, les chances de réapparition de Steven diminuent encore plus. En fait, Kenneth décide de déménager avec lui à Santa Rosa, à plus de 300 km de Merced. Il éloigne encore plus de sa famille et il décide de l'inscrire dans une école primaire sous sa fausse identité, Dennis Parnell. Il n'existe aucune trace légale de Steven sous ce faux nom, mais malgré l'absence de bulletin et même de certificat de naissance, l'école va quand même accepter son dossier. Et maintenant qu'il est inscrit, Dennis Parnell commence à avoir un début d'existence légale, ce qui est malheureusement une immense victoire pour Kenneth. C'est d'autant plus triste que la famille de Steven a écrit des lettres qu'ils ont envoyées à toutes les écoles de la région pour partager l'avis de recherche de Steven, dans l'espoir peut-être qu'un élève ou un prof leur connaisse. Sauf que dans l'école primaire où est scolarisé Steven, les administrateurs n'ont jamais ouvert cette lettre qui aurait pu pourtant lui sauver la vie. Kenneth briefe Steven et insiste bien sur le fait qu'il n'a pas le droit d'utiliser son ancien nom ou de le révéler, sous peine de se prendre une méga punition, ou même pire, de se faire abandonner à nouveau. Alors malgré lui, Steven devient progressivement Dennis. L'histoire aurait pu s'arrêter un an plus tard quand Steven décide de fuir.
En fait, tout se passe très vite un soir où Kenneth dort. Steven en profite pour sauter de la fenêtre de leur maison et fuir à toute vitesse. Sauf qu'une fois dehors, il zone pendant de longues minutes dans les rues de la ville sans savoir quoi faire et où demander de l'aide. Et à force d'errer, il commence à avoir peur. C'est la première fois qu'il est livré à lui-même dans la nature, donc il se résigne à retourner chez Kenneth sans faire de bruit. Et ce sera sa seule tentative d'évasion. Les mois passent et Kenneth évidemment déménage à nouveau. Il sait que c'est dangereux de rester trop longtemps au même endroit puisque Steven se fait des potes et à force d'être en confiance avec ses potes, il risquerait de leur révéler sa véritable identité et son passé. Il met donc le cap sur une autre ville perdue de Californie pour tout recommencer à zéro. Steven a maintenant 10 ans et il fait beaucoup de conneries, ce qui est pas étonnant vu l'enfer dans lequel il vit. Ça lui arrive par exemple de prendre des allumettes et de foutre le feu à des trucs en pleine campagne. Il vole aussi régulièrement des choses dans des magasins, jamais rien d'énorme, c'est des bonbons ou des jouets par-ci par-là, sauf qu'un jour il se fait prendre la main dans le sac et le boss appelle la police. C'est la première fois de toute sa captivité que Steven croise un policier. C'est l'occasion rêvée pour qu'il puisse enfin s'échapper, il lui suffirait juste de tout raconter et il serait de retour chez lui le soir même. Sauf que les années de lavage de cerveau ont fait leur effet et la seule chose à laquelle pense Steven, c'est la réaction de Kenneth quand il apprendra qu'il a volé un jouet. À aucun moment, il pense à tout raconter à l'officier. On passe une nouvelle fois à 2 doigts de sa libération, mais ça n'arrive pas. Les années passent et les sévices se poursuivent. Kenneth déménage à nouveau et il se retrouve dans la ville de Comanche en Californie. Comme d'habitude, c'est un coin paumé qui plaît bien à Kenneth et ils y resteront 3 ans. Là-bas, Steven va enfin réussir à kiffer sa scolarité, il se fait plein de potes et il finit même par se sentir un peu chez lui parce que oui, c'est la première fois qu'il reste aussi longtemps dans le même établissement. Il vit un véritable calvaire chez lui, mais à l'extérieur, il a l'air d'avoir une vie tout à fait normale et d'être un garçon épanoui. Il rejoint l'équipe de football américain et il se trouve même une copine. Personne ne peut se douter que derrière ce gamin populaire, il y a en fait ce petit garçon que la famille Steiner cherche depuis des années. Mais alors pourquoi Steven fuit toujours pas son ravisseur, maintenant qu'il est libre et qu'il a plein de potes à qui parler, à qui se confier? C'est parce qu'il est atteint du syndrome de Stockholm. Ça fait maintenant des années que Kenneth lui répète en boucle qu'il est son père, et ça fonctionne en partie. Même si Steven sait au fond de lui qu'il a toujours une vraie famille, il s'est attaché à son bourreau malgré ses abus. D'autant plus que Kenneth, il continue de jouer son rôle de père un peu cool. Il fait tout pour se mettre Steven dans sa poche. Il lui achète tout le temps des cadeaux super chers comme un scooter flambant neuf, des vêtements de marque ou des baskets que tous ses potes lui envient. Et au-delà de ça, il lui autorise globalement à faire tout ce qu'il veut. Il lui achète de l'alcool, de la drogue, il l'autorise à rentrer à n'importe quelle heure. Steven a vraiment une liberté absolue. Alors c'est une catastrophe en termes d'éducation évidemment, mais Steven c'est un adolescent et le fait de jouir d'une liberté aussi grande, ça lui plaît énormément. Et puis il y a aussi un dernier truc. Même s'il sait que les abus sont pas normaux et qu'il est une victime, il a vachement peur de révéler ce qui lui arrive. Parce que c'est une époque horrible sur ce sujet, c'est une époque dans laquelle on respecte pas du tout la parole des victimes. Autour de lui, les gens vont plus avoir tendance à se moquer de lui qu'à véritablement l'aider en fait. Le plus simple c'est donc qu'ils prétendent que tout va bien et de maintenir l'illusion d'une vie heureuse. Et c'est triste parce que de l'autre côté, ses parents, ils ont jamais abandonné. Ils continuent de le chercher. Ils s'arrangent toujours pour avoir au moins une personne à la maison par peur de louper l'un de ses appels. Son père part régulièrement fouiller des coins reculés et ça lui arrive même de prendre en filature des véhicules suspects. Les parents de Steven ont perdu goût à la vie depuis la disparition de leur fils et c'est ses frères et sœurs qui en paient les conséquences, eux qui avaient pourtant une vie si parfaite. De parents aimants, les Steiner deviennent malheureusement de plus en plus froids et distants avec le reste de la famille. Et celui qui souffre le plus de tout ça, c'est Carrie, le grand frère de la famille. Il a l'impression de grandir sans l'amour de ses parents et sans leur attention puisque c'est toujours Steven qui est au centre des discussions. C'est un peu normal au vu des circonstances, mais c'est super dur à vivre pour Carrie qui est en pleine crise d'adolescence. Alors il s'isole du monde et il se met à ruminer des idées noires à longueur de journée. Et le contraste entre les deux frères est super violent puisque d'un côté on a Steven qui vit en réalité un enfer mais qui en apparence est un type heureux et qui a une vie normale. Et de l'autre côté on a Carrie qui a tout pour vivre heureux et normalement et qui pourtant vit un enfer et n'a ni pote ni copine. Et en parlant de copine, Steven va beaucoup se rapprocher de la sienne et finir par réaliser le scénario que Kenneth craint, parler de son ancienne vie. Ça se passe lors d'une soirée alcoolisée où tous les deux sont complètement bourrés. Steven va se mettre à pleurer et à répéter en boucle qu'il veut revoir sa vraie famille, mais sa petite amie va juste penser que c'est des conneries et que c'est l'alcool qui lui fait dire n'importe quoi. Et en même temps, comment lui en vouloir? Personne peut s'imaginer que ce gars si bien intégré serait en réalité une victime d'enlèvement. Mais Kenneth sent que le vent commence à tourner, alors il déménage une nouvelle fois. Et cette fois, ils atterrissent vraiment au milieu de nulle part dans la ville de Manchester, en Californie. Alors déjà, Steven pleure tout le long du trajet en se disant qu'il va encore une fois devoir tout recommencer à zéro, se refaire des potes, retrouver une copine, se réintégrer dans un nouvel établissement. D'autant plus qu'en demandant des infos à Kenneth sur le lieu, il va apprendre qu'il y a littéralement personne à des kilomètres à la ronde. Ils vivront dans une minuscule cabane d'une pièce, complètement isolée du reste du monde. Tout ce qui reste à Steven, c'est Queenie, son chien qui l'accompagne depuis des années. À peine installé, Kenneth explique à Steven qu'il doit l'aider à trouver un nouveau garçon. Il rêve d'être un nouveau papa, donc il pourrait recueillir un gamin en détresse. Mais Steven comprend tout de suite que c'est une ruse, il comprend tout de suite les intentions de Kenneth, et cette fois, il se laisse pas faire. Il prétend chercher des garçons, mais il explique qu'à chaque fois il se prend des vents, ou que les gamins refusent de lui répondre. Tout ça dans le but de gagner du temps et d'éviter de faire une nouvelle victime. Mais malheureusement, Kenneth trouve un nouveau complice. C'est une connaissance que Steven a rencontrée dans son nouveau lycée et qui vient régulièrement chez eux pour boire de l'alcool. Kenneth lui promet $50 et autant d'alcool qu'il le désire en échange d'un garçon.
Il part donc en chasse à plus d'1 heure de route de là, dans la ville d'Uka, et sur place il tombe sur Timothy White, un enfant de 5 ans qui rentre de l'école. Comme un flashback de ce qu'a vécu Steven, le complice lui demande de venir avec lui, mais Timothy refuse parce qu'on lui a toujours dit de ne pas parler aux étrangers. En voyant que l'inconnu assiste, Timothy se met à courir de toutes ses forces, mais l'ado part à sa poursuite et le rattrape rapidement. Il le tire jusqu'à la voiture de Kenneth et ils repartent tous en direction de la cabane. Personne n'a vu la scène et les parents de Timothy finissent par lancer l'alerte quelques heures plus tard. Après 1 heure de route, Timothy arrive à la cabane où il fait la rencontre de Steven. Et à peine arrivé, Kenneth lui annonce que ses parents l'ont abandonné et qu'il est son nouveau fils adoptif. Il lui teint les cheveux, lui donne un nouveau nom, bref, il s'apprête à lui faire vivre ce qu'il a fait vivre à Steven pendant toutes ces années. Et c'est un énorme déclic pour Steven. En voyant Timothy, il se revoit lui il y a 7 ans. Il revoit le petit Steven. La détresse est exactement la même, tout comme les mensonges que raconte Kenneth. Et à ce moment-là, tout devient clair dans sa tête. Il est hors de question que Timothy subisse le même sort que lui. La nuit tombe et Kenneth part bosser comme à son habitude. Ça fait des années qu'il fait confiance à Steven, alors il lui demande juste de s'occuper de Timothy, sans se douter que ce soir-là, il fera preuve d'un courage exceptionnel qui changera à jamais leur destin. 1 heure après le départ de Kenneth, Steven dit à Timothy qu'il va le sortir de là. Il prend un couteau, le cache dans sa botte, puis il met Timothy sur son dos. Et sous le bras, il embarque Queenie, son fidèle chien, qui refuse de laisser derrière lui. On est alors en pleine nuit, au milieu de nulle part, et Steven promet à Timothy qu'il le ramènera chez lui, quoi qu'il en coûte. Timothy lui explique qu'il habite à Uka, une ville à plus de 50 km de là. Impossible de marcher sur une si grande distance en pleine nature, donc Steven décide de faire du stop. Et par miracle, après seulement quelques minutes, un homme s'arrête et accepte de les prendre. Et deuxième coup de chance, il doit justement passer par la ville d'Uka. Cet homme, c'est un Mexicain qui parle très mal anglais et avec qui la discussion est difficile. Mais c'est une bonne chose pour Steven. Il veut pas trop discuter ni avoir à révéler la raison de leur voyage. Il a peur que le plan échoue si jamais il en dit trop. Après une demi-heure de route, l'homme dépose les garçons au centre d'Uka. Steven demande ensuite à Timothy son adresse, sauf qu'il a 5 ans et qu'il en a aucune idée. Steven a donc un nouveau plan, suivre le panneau qui indique le commissariat de la ville. En arrivant devant le poste de police, il dépose délicatement Timothy sur le sol, puis lui dit d'aller dans le bâtiment, de parler aux policiers, et qu'après ça, il pourra retrouver ses parents. Oui, Steven n'a aucune intention de se livrer lui à la police. À aucun moment, il a pensé à sa propre situation. S'il fait ça depuis le début, c'est pour secourir Timothy, pas pour se secourir lui-même. Il a presque oublié qu'il est lui-même une victime. Le petit garçon tend la main vers la poignée, avant de fondre en larmes et de s'arrêter. Il a peur, il sait pas ce qu'il doit faire, et puis il court dans la direction opposée, tout droit dans les bras de Steven. De l'autre côté de la porte, l'officier Bob Warner se précipite à l'extérieur. Il a déjà appelé une patrouille en renfort, histoire d'être sûr que ces garçons qui ont l'air trop jeunes pour traîner dehors à cette heure-ci ne puissent pas s'échapper. En voyant le policier s'approcher, Steven lui raconte toute l'histoire. Il lui raconte que le petit garçon s'appelle Timothy White et qu'il a été enlevé il y a quelques jours. Bob n'en revient pas. Il a face à lui le gamin le plus recherché de toute la région. En revanche, il sait toujours pas qui est Steven, donc il lui demande de l'auditionner pendant que ses collègues prennent la relève et s'occupent de Timothy. Pendant cette audition, l'officier demande à Steven quel est son nom et il répondra à une phrase qui restera iconique dans cette affaire. Il lui répondra « Je suis certain que je m'appelle Steven et je crois que mon nom de famille est Steiner ». Deuxième choc pour le policier qui fait immédiatement le lien avec cette affaire vieille de plus de 7 ans. À partir de là, Steven et Timothy sont sauvés et le cauchemar est enfin derrière eux. 1 heure plus tard seulement, Kenneth est interpellé sur son lieu de travail par une dizaine de flics armés. Et Steven confirmera sur place que c'est bel et bien lui qui les a kidnappés. Les flics vont quand même faire un énorme misplay en mettant Steven et Kenneth dans la même pièce pour qu'ils confirment que c'est bien son ravisseur. Et c'est un événement traumatisant pour Steven qui n'a aucune envie de se retrouver face à son ravisseur maintenant qu'il l'a dénoncé et qu'il a plus que jamais peur de lui. C'est tellement intense qu'il va finir par hurler de toutes ses forces avant de quitter la pièce en courant. Kenneth lui bouge à peine et il dissimule rien parce qu'il sait qu'il est foutu. Comme d'habitude dans ce genre d'affaires, l'entourage de l'accusé refuse de croire que quelqu'un de si sympa en apparence aurait pu commettre des choses aussi horribles. Et l'entourage de Kenneth n'échappe pas à la règle. Le lendemain matin, plusieurs hélicoptères de grands médias survolent la ville et l'affaire s'apprête à faire le tour des États-Unis tant elle est exceptionnelle. Depuis tout ce temps, tout le monde pensait que Steven était mort et non seulement il est pas mort, mais en plus, il revient en héros. À plusieurs centaines de kilomètres de là, dans sa ville natale, des dizaines et dizaines de journalistes se rassemblent devant la maison des Steiner. Tout le monde veut assister à ce dénouement inespéré. Et surtout, c'est un soulagement énorme pour les Steiner qui retrouvent enfin leur fils disparu. Imaginez leur joie, eux qui continuaient de déposer un cadeau pour Steven au pied du sapin chaque année à Noël, eux qui n'ont jamais cessé d'y croire malgré les statistiques qui jouaient en leur défaveur. Et ce qui touche tout le monde aussi, c'est la relation que Steven a avec Timothy, c'est-à-dire qu'ils se connaissent que depuis quelques jours et pourtant on dirait qu'ils se connaissent depuis des années. Et regardez, même Queenie apparaît sur les images des retrouvailles. Après toute cette horreur, cette parenthèse de bonheur, elle fait du bien. Mais le problème, c'est qu'elle est courte. Parce que si cette affaire est aussi connue aujourd'hui, c'est aussi parce qu'elle est loin d'être terminée. Tout le monde a l'air heureux lors des retrouvailles, et pourtant il y a quelqu'un qui ne l'est absolument pas. Et c'est Carrie.
le grand frère de Steven. Ça se voit d'ailleurs sur cette photo de leur retrouvailles, il a le visage froid et fermé. Il a l'air de rien ressentir alors qu'il serre pour la première fois dans ses bras depuis des années son frère qu'il ne pensait jamais revoir. En fait, il détestait toute l'attention que Steven recevait quand il était disparu. Alors imaginez son état maintenant que le pays tout entier ne parle plus que de lui. Malheureusement, tout ça aura une importance plus tard. On va y venir, mais je dois vous parler de Kenneth. Qu'est-ce qu'il devient ? Eh ben, il est jugé au tribunal et il va bénéficier d'une condamnation absolument ridicule vu tout le mal qu'il a fait, puisqu'il va être condamné à seulement 7 ans de prison. Pourquoi ? Eh ben, parce que les lois de l'époque sont étonnamment clémentes et qu'il va être jugé juste pour le kidnapping et pas pour tout ce qui a suivi. En passant, on apprend pendant l'audience que Kenneth a lui aussi eu une enfance désastreuse, remplie d'abus et qu'il allait si mal psychologiquement qu'il a tenté quand il était gamin de retirer toutes ses dents avec une pince. Tout ça n'excuse en rien ce qu'il a fait évidemment, mais ça permet de mieux comprendre le monstre qu'il est aujourd'hui. En parallèle, Murphy aussi est jugé et il prend une peine plus légère que Kenneth. Ce qui attriste d'ailleurs Steven qui est persuadé que Murphy est tout autant une victime que lui et qu'il a été manipulé par Kenneth. D'ailleurs, il l'appelle toujours oncle Murphy et il n'oublie pas toutes les petites attentions qu'il a eues à son égard pendant sa captivité. Pendant ce temps-là, la famille va de plateau télé en plateau télé pour raconter leur histoire et ils finissent même par passer sur Good Morning America qui est l'une des plus grosses émissions américaines de l'époque. Sauf que derrière cette célébrité soudaine, vous savez très bien ce qui se passe et ça ne va pas échapper à la règle. Il y a un retour à la réalité qui est extrêmement dur à gérer pour la victime particulièrement. En fait, Steven, il sait pas du tout comment se réadapter à la vie normale. Ça fait des années qu'il a été élevé par un taré sans recevoir la moindre éducation. Il pouvait faire ce qu'il voulait, boire, se droguer, sortir n'importe quand. Mais Steven, lui, il comprend pas pourquoi on lui interdit toutes ces choses auxquelles il a accès depuis maintenant plusieurs années. Et pour rien arranger à la situation, ses parents refusent de se faire aider pour traverser au mieux cette épreuve. Pour eux, il n'y a pas besoin d'aide de psychologue pour gérer ça. Voilà, et Steven, il a juste besoin de l'amour d'une famille aimante et ça ira. C'est aller avec tous leurs autres enfants et Steven ne fera pas exception à la règle. C'est la mentalité de l'époque, on sous-estime les problèmes psychologiques et on sous-estime une aide extérieure à quel point elle peut faire du bien et débloquer ce genre de situation. Ou du moins aider. Et en plus de ça, ils vont pas se contenter de refuser une aide psychologique extérieure, ils vont aussi interdire à Steven de s'exprimer sur ce qu'il a vécu. Comme si c'était trop dur pour eux d'accepter la réalité, quoi. Ils sont un peu dans le déni, ils veulent faire comme si rien de tout ça n'était jamais arrivé. Résultat, ses parents lui posent jamais de questions, il a pas le droit de leur parler de ses traumatismes, et il y a que les journalistes qui semblent s'intéresser à lui, à ce qu'il a vécu, sauf que des journalistes ça remplace pas des parents. Et donc tout ça va inciter Steven à faire de plus en plus de conneries et à s'enfoncer de plus en plus dans des addictions. La situation est tellement critique que son père va finir par le mettre à la rue parce que Steven a un problème avec l'alcool et il peut pas s'empêcher de boire. Il se retrouve donc du jour au lendemain seul pour gérer sa vie d'adulte. Alors il va tenter de s'inscrire à l'université, sauf qu'il n'arrive pas à rester concentré en cours et que donc il va vite se rabattre sur des petits boulots. Il finit par garder des parkings la nuit et par bosser dans un abattoir la journée. Et quand sa paye tombe, une grande partie finit malheureusement dans l'alcool. Alors évidemment, s'il boit autant, c'est non seulement parce qu'il est quand même traumatisé de ses années de captivité, mais aussi parce qu'il a du mal à gérer toute cette attention que les médias lui portent. Et un soir donc, alors qu'il a des idées noires, il finit par prendre du recul sur sa vie et il a un déclic. Il sait au fond de lui que les journalistes disparaîtront jamais et qu'il va devoir apprendre à vivre avec. Alors plutôt que de les subir, il va essayer d'en faire une force. Et si cette exposition médiatique lui permettait de sauver la vie d'autres enfants ? Du jour au lendemain, Steven change complètement de vision sur tout ça. Il se dit que plus il racontera son histoire, plus il sensibilisera les US aux risques sur les enlèvements et à comment protéger les enfants. Alors ça y est, il rate plus une seule occasion de donner une interview. Il se retrouve même à donner des conférences dans les écoles de la région pour sensibiliser les enfants, les profs et aussi les parents d'élèves. Et ce simple changement de perspective là, en fait, ça va changer toute sa vie. Il commence à renoncer à l'alcool et aux drogues et en 1985, il rencontre Jodie qui va devenir la femme de sa vie. Ensemble, ils auront 2 enfants et autant vous dire qu'avec ce qu'il a vécu, Steven ne les quittera jamais des yeux. Et maintenant qu'il est père de famille, Steven il comprend que c'est des responsabilités en plus et tout ce qu'il veut c'est assurer un max pour ses enfants. Il trouve donc un job dans une pizzeria et cette fois il s'y tient. Il en a marre de changer de taf tous les 2 mois alors il se donne à fond et ça marche. Ses supérieurs sont hyper contents de lui, il est ponctuel, il travaille dur, bref c'est un employé exemplaire. Et à côté de ça, il va y aller encore plus fort dans ses efforts de sensibilisation sur tous ces sujets autour des enfants, puisqu'il va carrément militer pour faire pression sur le Sénat américain. Et devinez quoi ? Ça marche. La Californie, grâce à la médiatisation de l'histoire de Steven et à son combat pour éveiller les politiciens, va adopter des lois bien plus dures sur tout ça. Grâce à ça donc, Steven se rend compte que son combat, il a raison de le mener et que ça peut avoir un impact vraiment au-delà de ses espérances. Et pour frapper encore plus fort, il décide d'adapter son histoire en livre et en mini-série. Ça s'appelle I Know My Name is Steven, en référence à sa phrase mythique le soir où il a sauvé Timothy. Et d'ailleurs, petit clin d'œil, puisque Steven joue dans la série, il incarne non pas lui-même, l'enfant qui s'est fait kidnapper, mais il incarne le flic qui le sauve. Et c'est un carton, ça sort en mai 1989 et ils auront 4 nominations aux Emmys et 1 nomination au Golden Globe. De quoi répandre encore plus son message à travers le pays, soutenir les familles affectées et aussi de quoi gagner de l'argent. Et oui, il en faut. Steven n'a jamais trop eu l'occasion de se faire plaisir et donc cette fois il n'hésite pas, ni une ni deux, il achète une moto flambant neuve.
Malheureusement, c'est reparti pour les mauvaises nouvelles. Et oui, déjà. Le 16 septembre 1989, sa vie va encore basculer. Steven finit sa journée de travail et doit rentrer chez lui, mais il y a une grosse tempête, une pluie torrentielle et donc une visibilité réduite sur la route. L'enfer pour n'importe quel motard. Et pour rien arranger, 3 jours plus tôt, quelqu'un lui a volé son casque. Le boss de la pizzeria s'inquiète aussi en le voyant sur le départ et lui propose de prendre le pick-up de l'entreprise. Ça lui permettrait de rentrer au sec chez lui et surtout de pas prendre de risques, mais Steven refuse parce qu'il a trop peur d'entacher la réputation de la pizzeria si jamais il a un accident avec le pick-up. Donc Steven prend son courage à deux mains, met le contact de sa moto et emprunte le trajet pour rentrer chez lui. Sauf qu'en arrivant à une intersection, une voiture s'insère brusquement devant lui et Steven n'a pas le temps de freiner. Il percute la voiture de plein fouet, s'écrase sur le bitume et hurle de douleur avant de perdre conscience. Le conducteur de la voiture, lui, prend la fuite alors même que Steven gît au sol. Un autre automobiliste finit par appeler les secours, qui arrive quelques minutes plus tard, mais malheureusement c'est trop tard, Steven s'est fracturé le crâne et il décède sur la route de l'hôpital. Sans casque, il avait aucune chance de s'en sortir. À l'annonce de sa mort, c'est tout un pays qui est en deuil. Lui qui a ému toute l'Amérique avec son héroïsme se retrouve à disparaître de la façon la plus tragique possible à seulement 24 ans. 500 personnes se rendent aux funérailles de Steven pour lui rendre un dernier hommage, et parmi elles, on retrouve Timothy White, qui va faire partie même des gens qui portent le cercueil. Il a maintenant 14 ans et il s'est porté volontaire pour honorer l'homme qui lui a sauvé la vie. La femme de Steven se console, elle, en se disant que ça y est, plus personne ne pourra plus jamais lui faire de mal là où il est maintenant. Mais l'histoire s'arrête pas là, parce que malgré la mort de Steven, le nom des Steiner refait surface en 1999. Cette fois, c'est au tour de Carrie, son grand frère, de faire la une des journaux. Après la mort de son frère, ses pensées noires ont pas disparu, c'est même tout l'inverse. Ça fait des années qu'il va profondément mal, au point où la nuit, il rêve parfois de mettre le feu sur son lieu de travail, voire même de tuer tous ses collègues. Et il a beau parler de ça et demander de l'aide psychologique, personne ne semble vouloir l'aider. Carrie décide donc de fuir la ville et de s'isoler loin de tout. Comme Kenneth l'avait fait quelques années avant lui, il décide d'aller s'installer dans le parc de Yosemite, au fond de la forêt. Sur place, il trouve rapidement un job au Cedar Lodge, un autre hôtel du parc. Dans ces montagnes, Carrie se sent un peu mieux. Il attire pas trop l'attention, ses collègues le trouvent sympa, et les visiteurs, eux, ont pas grand chose à dire à son sujet, il fait son taf quoi. Mais pour autant, parfois il y a des gens qui le trouvent un peu étrange sans pour autant savoir réellement expliquer pourquoi. Comme s'ils avaient ressenti toute la haine qu'il continue de porter en lui. Et cette haine, cette colère, c'est finalement en plein hiver qu'elle va se déchaîner. À cette période de l'année, on trouve pas beaucoup de touristes à Yosemite, mais les plus téméraires d'entre eux viennent quand même ici pour vivre une petite aventure. Parmi eux, on retrouve un petit groupe de touristes qui viennent passer une nuit au Cedar Lodge, Carol Sound et sa fille Juliana, et Silvina Peloso, une étudiante argentine et amie de Juliana. Elles partagent toutes les trois la même chambre et s'apprêtent à regarder un film quand elles entendent quelqu'un toquer à leur porte. Elles lui ouvrent et elles tombent sur Carrie, l'homme à tout faire de l'hôtel. Il rentre donc dans la pièce, dévisage les trois femmes, puis file dans la salle de bain où il fait semblant d'inspecter le lavabo. Et alors que Carol et sa fille reprennent leur discussion en attendant que Carrie finisse son boulot, il ressort de là armé d'un pistolet. Il les force ensuite à monter dans la voiture avant de disparaître avec elle au cœur de la montagne. Le lendemain, l'alerte est lancée par la famille de Soon qui s'inquiète de plus avoir de nouvelles de leur fille. Sauf qu'au Cedar, personne n'a rien vu d'inhabituel ce soir-là. Carrie finit par être interrogé comme tous ceux qui bossent au Cedar Lodge, sauf qu'il est tellement calme face à l'interrogatoire qu'il est rapidement éloigné de la liste des suspects. Un mois plus tard, les policiers retrouvent la voiture des trois femmes à une centaine de kilomètres de l'hôtel. Et dans le coffre, ils retrouvent les corps calcinés de Silvina et Carol. Celui de Juliana n'est pas là, et alors que la police locale commence à ébruiter l'affaire, ils reçoivent un indice extrêmement utile, une carte manuscrite qui indique la position du troisième corps. On peut notamment y lire « On s'est bien amusé avec celle-là ». Les policiers foncent donc au lieu indiqué et ils retrouvent bel et bien le corps de Juliana tuée à coups de couteau. Deux individus avec un lourd casier judiciaire et qui rôdaient dans le secteur sont arrêtés dans la foulée, mais c'est une fausse piste. Et Carrie, lui, est toujours pas dans le viseur de la police. Il continue de vivre et de travailler sur place sans jamais attirer les moindres soupçons. Aucun de ses collègues ne peut s'imaginer qu'il est l'auteur de cet affreux triple meurtre. Quelques mois plus tard, c'est une nouvelle femme, Joy Armstrong, qui disparaît sans donner de nouvelles à sa famille. Faudra quelques jours avant que les enquêteurs tombent sur son corps, abandonné le long d'une rivière, et tuée, elle aussi, à coups de couteau. Sauf que cette fois, la police tient enfin un indice. Ce témoin aurait vu un van bleu devant la cabine de Joy, juste avant sa disparition. Et rapidement, les enquêteurs ils identifient ce van bleu comme étant celui de Carrie Steiner. Un enquêteur du FBI le retrouve à son travail, et il cherche en fait à l'auditionner en tant que témoin potentiel, pas en tant que suspect. Sauf qu'en le voyant, Carrie lève les mains comme pour se rendre. L'agent trouve ça super bizarre évidemment, mais met ça sur le dos du stress. Des fois, quand ils arrêtent des gens stressent tellement qu'ils ont une réaction très chelou. Sauf qu'en arrivant au commissariat, Carrie avoue tout presque immédiatement. Et avant même que le policier réalise ce qui se passe, Carrie avoue également le meurtre des 3 autres femmes du parc. Alors c'est un choc et en même temps un jour de chance pour l'officier qui s'attendait pas à des révélations aussi brutales, mais c'est surtout un choc pour toute la région. Des années après la mort de son frère, Carrie vient donc de salir le nom que Steven a fait briller tout au long de sa vie.
Pendant son procès, Carrie se morfond. Il dit qu'il aimerait revenir en arrière, mais que malheureusement c'est impossible. Il aimerait aussi pouvoir dire au juge pourquoi il a fait tout ça, sauf qu'il en sait rien. Et à aucun moment il va parler de son frère et sur l'impact que son histoire aurait pu avoir sur lui. Pour ces 4 meurtres, il est condamné à mort par le tribunal, sauf qu'aujourd'hui encore, il est toujours en prison. Et justement, c'est plus tard, en prison, qu'un journaliste arrivera enfin à le faire parler. Carrie lui avouera qu'il avait déjà des idées sombres depuis tout petit, bien avant l'enlèvement de son frère, et on saura jamais vraiment à quel point ce qui est arrivé à son frère aura eu un impact sur lui et l'aura poussé ou non à commettre ces meurtres. Quoi qu'il en soit, cette affaire va motiver les habitants de Myrcide à rendre hommage à Steven pour laver son honneur. Ils vont donc militer pour que le plus gros parc de la ville soit renommé en Steiner Park. Malheureusement, ça donnera rien, la mairie refuse puisqu'elle a peur que ce nom soit associé à Carrie plutôt qu'à Steven. Et puis au début des années 2000, c'est Kenneth qui va refaire parler de lui. Son aide à domicile vient de prévenir la police parce qu'il lui aurait proposé un peu d'argent en échange de lui trouver un petit garçon. Comme un air de déjà-vu. Rassurez-vous, l'histoire ne va pas se répéter puisque la dame va immédiatement prévenir la police, qui vont lui proposer de porter un micro caché lors de sa prochaine rencontre avec lui et de faire en sorte qu'il redise son plan à l'oral. Kenneth va réitérer sa demande, cette fois sous l'oreille d'une demi-douzaine de policiers, qui procèdent immédiatement à son arrestation et qui le menottent dans les minutes qui suivent. Et vous vous souvenez quand je vous ai dit que les règles avaient été durcies grâce au travail de Steven? Eh ben ça va vraiment payer, y compris pour son propre ravisseur qui du coup là se fait prendre la main dans le sac. Cette fois Kenneth est condamné à 25 ans de prison ferme sans possibilité de faire appel. Il finira sa vie derrière les barreaux. Alors, on arrive presque à la fin de l'histoire, mais il faut quand même que je vous parle une dernière fois de Timothy. Depuis toutes ces années, il a grandi, bien grandi, et il va reprendre le flambeau de Steven. Il va lui aussi donner des conférences pour sensibiliser les familles sur les risques d'enlèvement, et il va même s'engager en tant que shérif à Los Angeles. Pour lui, c'est un peu comme une façon de payer sa dette envers Steven en sauvant des vies à son tour. Et c'est magnifique de voir que ces deux enfants qui ont vécu une véritable épreuve ont quand même tout fait derrière pour essayer de faire le bien autour d'eux. Malheureusement, cette histoire finit mal pour tout le monde et Timothy n'échappe pas à la règle. Alors qu'il s'épanouit dans son rôle de shérif, qu'il a fondé une famille, que tout le monde l'apprécie, il décède malheureusement d'une embolie pulmonaire à l'âge de 35 ans. Oui, encore une mort tragique. C'est comme ça que finit cette histoire, c'est la déprime, on va pas se mentir, mais ce qu'il faut retenir, c'est quand même le positif. En 2010, à Myrcide, donc la ville natale de Steven, le fameux parc est entièrement rénové et en son centre est placée une statue à l'effigie de Steven et Timothy. On y voit le jeune Steven donner la main à Timothy, une scène qui sera désormais gravée à jamais. Une belle manière de s'assurer que les générations futures de Myrcide connaissent leur histoire et découvrent leur courage. C'est la fin de cette histoire et comme vous êtes très nombreux à la regarder, j'en profite pour vous rappeler qu'en France, il y a un numéro, le 119, qui est le service d'accueil téléphonique national pour l'enfance en danger. Et donc c'est le numéro à appeler pour signaler un enfant disparu ou maltraité. C'est le numéro à appeler si vous-même vous êtes un enfant et que vous pensez être victime de maltraitance. Voilà, je le rappelle au cas où, je sais que j'ai une grosse visibilité avec ces vidéos-là. Dans le pire des cas, vous l'avez en tête. Dans le meilleur des cas, ça servira, j'espère. Merci encore d'avoir regardé la vidéo et à très vite pour d'autres. Ah, attendez. Avant de passer sous ces fameuses lampes rouges, j'aimerais vous parler de ma boule à Z. C'est à cause de vous, c'est bon? C'est entièrement à cause de vous et des dons que vous avez fait aux Event. J'ai tenu parole, j'ai tout perdu. Je n'ai même plus de blond. Et je n'ai plus de couverture pour ma calvitie. Faites chier, quoi. Ça gagne du terrain. Bon, trêve de plaisanterie. Il est temps de passer à des histoires que vous adorez. Aujourd'hui, 2 autres histoires trouvées sur Let's Not Meet. Alors, je sais que vous êtes beaucoup à m'envoyer pas mal de liens de threads qui se passent sur Twitter. Le problème, c'est que vous êtes beaucoup à m'envoyer les mêmes threads pour la raison simple et évidente qu'en fait, ils ont déjà énormément tourné. Donc, du coup, je vais pas faire une vidéo dessus alors qu'ils ont déjà tourné, que vous les avez déjà lus. Même si vous aimez bien quand c'est moi qui raconte et quand vous avez pas à lire et quand vous avez les petites images d'illustration. Mais voilà, je préfère vous raconter des histoires qui sont un peu scred, qui datent parfois même de plusieurs années, comme l'une de celles que je vais raconter aujourd'hui. Mais au moins, vous découvrez une histoire, vous êtes dedans et vous écoutez pas juste un mec raconter une histoire que vous avez déjà lu. Voilà, c'est un peu chiant ça quand même, on est d'accord. Alors aujourd'hui on est sur 2 histoires et pas 3, mais c'est 2 histoires plutôt longues qui utilisent la même mécanique. J'espère que vous allez pas passer la soirée seule, j'espère que vous avez des voisins autour de chez vous, j'espère que vous regardez pas ça en étant dans votre maison de campagne. Auquel cas, ça va être compliqué pour vous aujourd'hui. Bref, commençons pour la première histoire assez badante, celle de Billy. Billy a emménagé il y a pas très longtemps dans un quartier en construction en Australie. Quartier en construction, ça veut dire qu'il y a des maisons qui ont fini d'être construites mais d'autres qui sont encore en construction et parfois vous savez les chantiers sont en pause etc. Donc bref, il y a des quartiers dans lesquels pendant plusieurs années il y a très peu de maisons en fait par rapport à la taille du quartier. Billy a eu le temps de se balader pendant des semaines dans son quartier avec son chien. Il a un chien qui a son importance dans cette histoire comme à chaque fois. À part sa maison à lui, il y a une seule vraie maison qui a l'air d'être en fin de construction. Et d'après ce qu'il a pu comprendre, Billy, personne n'y habite. Donc il est vraiment tout seul
sol. Petit détail, à quelques centaines de mètres de la maison de Billy se trouvent des champs avec une grande colline. Et les champs et cette colline appartiennent à l'État. Voilà, donc personne n'est autorisé à construire ici et le terrain est même délimité par de grandes barrières qui font tout le tour. En gros, personne n'a le droit d'aller là. Bref, le contexte est posé. Maintenant, passons aux choses bizarres qui commencent 2 mois après que Billy ait emménagé. Il se réveille un matin sous le son d'un violon. Il n'y a pas spécialement prêté attention au début parce qu'il s'est dit tout simplement que ça y est, il avait enfin des voisins et que, souvenez-vous, la maison en construction en face de chez lui avait peut-être enfin reçu ses habitants. Donc Billy, quasiment sûr de lui, check si c'est le cas. Et en poussant le rideau, qu'est-ce qu'il voit? Personne dans la maison d'en face. Ça ne venait pas du tout de là où il y avait de grandes chances qu'il y ait des gens. Sauf que je vous le rappelle, tout le reste c'est des terrains avec que dalle dessus, donc il est comme un combi. À partir de là, tous les 2 jours, il se passe la même chose. C'est-à-dire que Billy se réveille à cause du bruit d'un violon. Et au bout de 45-50 secondes, le son de violon disparaît et Billy se rendort. Bon, déjà, je sais pas comment il a fait pour pas être stressé par ça. Genre vraiment, tu te réveilles à cause du bruit d'un violon. Ça arrive une fois. La deuxième fois, tu te lèves avec une hache dans les mains et tu hurles la chose suivante: qui joue du violon? Bon, rassurez-vous, malgré tout, au bout de plusieurs jours, un matin, Billy se réveille une énième fois sous le bruit du violon et il se dit: bon, vas-y, peut-être je vais check quand même par la fenêtre, voir si je vois quelque chose. Et il voit, en haut de la fameuse colline dont je vous ai parlé, entourée par des champs, une silhouette de quelqu'un avec un violon. On est le matin, très tôt, le soleil est en train de se lever, donc il n'y a pas une grosse luminosité ambiante, mais Billy distingue cette silhouette et surtout, il arrive à distinguer un détail important. La silhouette fait comme une sorte de valse, c'est-à-dire qu'elle tourne lentement en cercle tout en jouant du violon. Chacun ses activités et ses passe-temps, moi je vais pas critiquer ça. Billy va ensuite quitter la personne des yeux pour ramasser son petit journal du matin. On parle donc de 10 secondes, mais pendant qu'il regarde plus la personne, le bruit de violon s'arrête. D'accord? En toute logique, notre ami relève la tête pour regarder la silhouette qu'il a vue au loin. Et effectivement, la silhouette ne joue plus du violon, ne danse plus et est parfaitement immobile en regardant dans la direction de Billy. Les deux restent comme ça pendant, d'après les propos de Billy, 30 secondes. Et puis, il décide de rentrer dans sa maison et d'arrêter ce petit jeu de regard parce que c'est quand même un peu creepy. Mais bon, jusque-là, rien de grave, rien de bizarre. Comme je dis, chacun a ses kiffs. S'il y a des mecs qui veulent jouer du violon en dansant au milieu de la nature, bon bah, ainsi soit-il. Tant qu'ils ne réveillent pas à 7h du matin, bordel. Sauf que, après ce matin-là, il y a des trucs plus creepy que ça qui commencent à arriver autour de la maison de Billy. Il remarque qu'il y a des empreintes de pas sur les propriétés environnantes, mais c'est pas ces empreintes de pas à lui et il les a jamais vues avant. Bon, ça reste juste des empreintes de pas. Tout le monde ici, tout comme Billy, suppose que ça venait probablement de gens qui venaient d'un autre quartier d'habitation, un peu plus loin que celui de Billy, pour X raisons. Mais au truc un peu bizarre, il a aussi entendu des bruits de pas autour de chez lui, comme si quelqu'un se baladait dans sa rue. Alors qu'il y a rien dans sa rue, je le rappelle, tout est en construction. Au travail, il a aussi reçu des appels où quand il décrochait, la personne qui a appelé raccrochait immédiatement. Enfin bref, c'est plein de petits éléments comme ça mis bout à bout qui sont un peu chelous. Mais Billy il se dit, ça reste des empreintes de pas, il y a des chantiers un peu par ici. Bon voilà, il trouve en tout cas une explication rationnelle à tout ce qu'il voit. Et c'est le réflexe humain, le réflexe que t'as raison d'avoir dans le 99% des cas. Mais quand t'es dans le 1% des cas comme Billy, il fallait rester en alerte et rester vigilant. Dans sa maison, Billy il a un bureau dans lequel il passe pas mal de temps puisqu'apparemment c'est un gros gamer, il passe beaucoup de temps sur les jeux vidéo. Bref, ce soir-là, il est en train de jouer et il décide d'aller prendre à boire dans son frigo, situation classique. Et en revenant vers son bureau, il voit par la fenêtre de toutes petites lumières. Il comprend pas ce que c'est, donc il se rapproche de la vitre. Il colle quasiment son nez contre la vitre pour fixer ces deux petites lumières sans comprendre ce que c'est. Lorsqu'il réalise que c'est pas des lumières, il y a des yeux qui sont là à 1 mètre de Billy en train de le fixer à travers sa fenêtre. Et notre ami a tellement eu peur, et c'est la première fois que ça arrive dans un thread, je crois, que je raconte en vidéo, que ses muscles l'ont lâché en fait. Il est tombé par terre après avoir réalisé qu'il y avait un visage, quelqu'un qui l'observait là de l'autre côté de sa vitre. Tu m'as fait peur là-dessus. Et devinez quoi, une fois à terre, Billy entend quelqu'un qui commence à jouer du violon. C'est le fameux putain de joueur de violon qui est là à 1 mètre de lui, qu'il a observé et qui s'est mis à jouer du violon après l'avoir vu se chier dessus. Pendant que le mec se met à jouer de plus en plus vite, le morceau est de plus en plus fort, il y a le chien de Billy, souvenez-vous, qui comprend qu'il y a un truc pas normal qui se passe et qui se met à aboyer. Le bruit de violon s'arrête aussitôt et Billy voit à travers sa fenêtre la silhouette se déplacer en direction de sa cour, en direction de là où il y a son chien. Billy reprend le contrôle de son corps parce qu'il a peur pour son chien. Il est inquiet, il a pas envie qu'il arrive un truc à son chien. Billy il sort donc de sa maison pour aller aux côtés de son chien et il essaie de le faire rentrer dans la maison, mais le chien ne bouge pas. Et croyez-moi, quand un chien qui a la corpulence d'un labrador ne veut pas bouger, bah tu ne peux pas le bouger. C'est simple, il reste là. Cette scène elle dure plusieurs dizaines de secondes. D'un côté la silhouette dans l'obscurité quelque part devant eux, de l'autre côté Billy derrière son chien avec ce dernier qui arrête pas d'aboyer. Il finit alors par entendre la silhouette s'éloigner, des bruits de pas qui partent comme ça au loin, mais des bruits de pas en rythme comme quand tu marches, des bruits de pas qui ont plutôt le rythme d'une sorte de danse, d'une sorte de valse. Exactement comme il l'avait vu faire en haut de la colline. Son chien a alors arrêté d'aboyer et ils sont rentrés dans la maison. Et à partir de ce jour, Billy n'a plus jamais entendu parler de cette silhouette, n'a plus jamais entendu un bruit de violon, n'a plus jamais eu quoi que ce soit de bizarre qui lui est arrivé. Dans les 2 années qui ont suivi ces incidents, il y a des gens qui ont commencé à emménager enfin dans le quartier de Billy. Il explique qu'il a raconté ce qui lui était arrivé à tout le quartier et que personne n'a jamais entendu un bruit de violon, on n'a jamais vu quelqu'un de suspect dans le quartier. Donc voilà, ça reste une histoire que lui seul a vécu et aura vécu. Et vous, entendez-vous régulièrement un bruit de violon ?
Vous devriez peut-être vous inquiéter. Bon, j'espère que cette histoire vous a plu. La deuxième est tout aussi badante et en fait c'est un peu la même mécanique et j'ai été un peu sensible à ces mécaniques là la personne est la seule à vivre le truc relou et horrible et effrayant et du coup les gens à qui elle en parle, si elle ose en parler, peuvent douter de ce qu'elle dit en fait puisqu'elle est la seule à l'avoir vécu. Bref, la deuxième histoire c'est celle de Sabrina. Sabrina elle est vendeuse dans un magasin de vêtements de grande renommée. Elle explique qu'elle a pas le droit de par son contrat de dire le nom et elle y travaille dans la partie stock livraison. En gros c'est l'arrière-boutique, c'est là où tu reçois les vêtements avant de les mettre en rayon, donc tu les reçois dans des colis et puis tu comptes le stock, tu comptes le nombre de produits, etc. On est quelques semaines avant Noël et Sabrina demande à ses supérieurs si elle peut faire quelques heures sup pour avoir plus d'argent pour offrir de plus beaux cadeaux de Noël à ses proches. N'est-ce pas une personne fantastique? Sabrina étant en temps partiel, son responsable lui propose plutôt que de la faire venir à des jours où elle ne travaille pas habituellement, et tout simplement de la faire travailler plus longtemps les jours où elle vient travailler. C'est-à-dire qu'au lieu de finir à midi, elle finira à 19h. Son responsable lui explique même que comme elle a 3 ans d'ancienneté, il lui fait confiance et il est sûr qu'elle assurera la bonne fermeture du magasin le soir. C'est maintenant que l'histoire commence. Il est 20h, tous ses collègues ont terminé le travail, ils partent tous de la boutique et du coup Sabrina ferme derrière eux le devant de la boutique pour que plus personne du grand public ne puisse rentrer faire des achats. La musique du magasin est éteinte, la plupart des lumières aussi, et Sabrina elle est dans la réserve au 2e étage et elle est en train de mettre des cintres en place pour le lendemain réceptionner des colis et mettre les fringues directement sur les cintres parce que comme c'est l'approche de Noël, ils reçoivent beaucoup de stock dans cette période là les magasins, donc elle prépare tout ça. C'est quelqu'un qui travaille bien. Pendant qu'elle met les cintres, elle lève la tête puis elle voit qu'il y a une peluche qui est posée entre 2 bouts de bois devant elle. Bon pour le moment on s'en bat les couilles de ce détail, mais il va servir plus tard à quelque chose. Elle a branché son iPod à une paire d'enceintes qui est dans la réserve parce que vous connaissez, c'est toujours plus cool de taffer en musique. Mais malgré la musique, elle entend un bruit. Bon, ça peut être 1000 choses, sauf que ce bruit c'est les stores mécaniques de la zone de chargement qui sont en train de s'ouvrir. Elle panique pas pour le moment et elle descend les escaliers pour avoir un visuel sur la zone de chargement inférieure. Sachant que ces putains de stores mécaniques, le seul moyen de les ouvrir c'est un bouton qui se trouve à l'intérieur, on peut pas les ouvrir de l'extérieur. Et sur le chemin, petite précision, il y a plein de lumières à détecteur de mouvement. Quand tu passes devant le détecteur de mouvement, t'entends une sorte de clic qui vient de la lumière avant qu'elle s'allume. Elle arrive enfin dans la zone de chargement inférieure et il y a personne. Le store métallique est complètement fermé et il y a juste Sabrina, seule, qui se dit ok, tout va bien. Sauf que, avant d'aller voir ce qui se passait à la zone inférieure, elle avait coupé la musique de son iPod. Et là, elle réalise que la musique est relâche, sans qu'elle ait jamais touché de nouveau à son iPod. Des bugs, ça arrive, et vous admettrez que la situation est un peu badante. Bref, Sabrina reprend l'escalier, elle remonte au 2e étage du coup pour continuer son travail. Et là, le coup de grâce, elle lève la tête et elle voit que la fameuse peluche a disparu. À partir de ce moment, elle a plus de doute, elle sait qu'il y a quelqu'un qui est là. Elle ne sait pas qui, elle ne connaît pas ses intentions, mais elle sait qu'elle est pas seule. Sabrina part alors en courant et se réfugie dans les toilettes pour femmes, non loin de là, et plus particulièrement dans l'une des 4 cabines que contiennent les toilettes pour femmes. À partir de là, Sabrina considère qu'il n'y a plus de danger imminent, qu'elle est seule dans cette pièce, et elle se met alors à réfléchir pour trouver une solution en fait à ce qui lui arrive. Elle essuie son front avec son avant-bras gauche et en tournant la tête, elle a vu un visage par terre revenir en direction de la cabine qui est à côté de la sienne. La personne qui est dans le magasin est rentrée dans les toilettes pour femmes et cette personne vient de checker dans la cabine à côté de la sienne et a donc vu où était Sabrina. Le visage qu'elle a vu correspond à celui d'une personne apparemment vieille, au teint gris et avec beaucoup de rides, qui aurait les dents noires et les lèvres légèrement abîmées puisqu'elle saignait, comme si la personne s'était automutilée. Sachant que l'intrus se trouve dans la cabine à côté de la sienne, elle lui hurle d'aller se faire foutre tout en mettant des gros chassés dans la porte de sa cabine, puis elle prend une grande respiration et elle décide de sortir de la cabine et de tracer de l'autre côté du magasin. Heureusement pour elle, rien ni personne ne s'est interposé dans sa charge vers la sortie du magasin. Elle sort alors la clé du magasin, elle déverrouille la porte et elle explique que c'était pas une tâche facile vu qu'elle était dans un état de panique total et que ses mains tremblaient beaucoup. Et une fois sortie du magasin, elle se dirige vers la clé qui permet, vous savez, de faire descendre le rideau métallique du magasin. Le suspense dure un peu et Sabrina décide de regarder par-dessous le rideau métallique au moment où il arrive très proche du sol et elle revoit une nouvelle fois cette personne debout au milieu du magasin avec cette fois la peluche dans la main. Sabrina se barre en courant dans la rue et une fois sur la rue principale, elle prend son portable, pas son iPod qui était toujours dans le magasin mais son portable et elle appelle la police pour leur dire qu'elle pense que quelqu'un est entré par effraction dans son magasin et qui s'y trouve encore. Et malheureusement, il ne trouve personne. Et le lendemain matin, Sabrina retourne au taf, il y a la police, il y a son responsable de magasin, mais il n'y a pas de news de cet intrus. Voilà, on n'a pas de news, on sait pas qui c'était, pourquoi il était là. Sabrina va donc dans le stock pour récupérer son iPod qu'elle avait pas pris en partant du magasin la veille et elle voit que la fameuse peluche est de retour entre les 2 morceaux de bois du stock. Et depuis ce jour, comme pour notre amie Billy, elle a plus jamais eu aucune news de cette personne. C'était un one shot, c'est tombé sur elle, elle a eu 0 chat. Elle s'en est jamais vraiment complètement remis, elle reste un peu effrayée maintenant le soir quand elle se retrouve seule dans le magasin ou quoi. Et surtout, elle se pose la fameuse question, putain mais c'était qui et qu'est-ce qu'il voulait en fait? Est-ce qu'il venait pour voler des vêtements? Est-ce qu'il venait juste pour trouver un endroit où passer la nuit? Qui était cette personne en fait? Voilà, c'était nos 2 histoires du jour, j'espère qu'elles vous ont plu, elles étaient très longues
longues mais très sympas. Je pense que je vais me diriger plutôt maintenant vers des histoires un peu plus longues, un peu plus complètes que des histoires très courtes, parce que bah j'ai besoin de ça pour être dedans moi et pour que ça me fasse quelque chose. Sinon c'est pas assez contextualisé, donc j'arrive pas trop à me mettre à la place de la personne et donc j'ai pas trop peur. Bref, je ne serai jamais vendeur dans un magasin. En tout cas, je ferai pas les fermetures. Si YouTube se termine, je ferai pas les fermetures. Et si vous emménagez quelque part, faites en sorte que tout soit bien construit et qu'il y ait des voisins dans le quartier, hein, c'est plus agréable. Je suis chaud pour que l'espace commentaire de cette vidéo, de ce thread là, ce soit des gens qui racontent un peu leurs expériences du genre. Genre si vous étiez seul à la maison et qu'il s'est passé quelque chose, ou alors seul sur votre lieu de travail et qu'il s'est passé quelque chose. Je trouve ça assez intéressant. Moi je suis très sensible à cette mécanique. Elle me fait vraiment du mal. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Nouvelle saison de vidéos. L'année dernière, vous avez plus qu'aimé les threads Reddit et surtout les threads horreur. Quand je tombais sur des threads Twitter, je me disais, oh, ils vont tous m'harceler pour que je le fasse. Et ça ratait pas, je recevais 10 000 messages. Aujourd'hui, on va pas aller sur Twitter pour trouver un thread qui est en fait une fiction. Tous les threads Twitter qu'on a fait, c'était des fictions à chaque fois, qui étaient hyper cool, mais c'était des fictions. On va retourner sur le subreddit Let's Not Meet, où je le rappelle, les gens ils racontent des trucs pas très cool qu'ils ont vécu, pas forcément paranormal, mais des trucs très flippants, très creepy. On en avait déjà fait plusieurs, mais il y avait pas des nouvelles histoires qui étaient genre folles, qui étaient transcendantes, qui nous mettaient dans tous nos états, qui nous donnaient envie de ne plus dormir pendant un mois. Et ben aujourd'hui, je les ai ces histoires. Elles datent de quelques années toutes celles-là, mais je suis allé piocher très loin pour les trouver. Mais elles sont horribles. Laissez-moi vous raconter l'histoire de John. Je la déteste. John vit en Floride et ce que je vais vous raconter, c'est passé 3 semaines après l'ouragan Irma. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, me direz-vous? Bah vous allez voir, ça a son importance. Quelques mois auparavant, il a divorcé avec sa femme. Il a donc emménagé dans un nouveau quartier, qui est un quartier fermé dans lequel chaque maison appartient au même propriétaire ou à la même société de location. C'est un petit quartier, il y a environ 15 maisons et elles sont toutes autour d'un lac artificiel. Comme c'est un petit quartier, tout le monde se connaît, il y a régulièrement des fêtes, des petits barbecues qui sont organisés, tout le monde y va. Mais pas John, qui est très déprimé de son divorce et qui préfère pas trop aller à des événements sociaux comme ça. Mais il s'est quand même fait un pote, c'est son voisin d'à côté, qui s'appelle Steve et qui est un ancien Marines. Ça met en haleine, n'est-ce pas? Moi j'ai été happé par ce texte. Bon, on en vient au cœur du sujet. John, il a une fille qui s'appelle Alice, qui vit avec sa mère, mais qui tous les week-ends va chez son père, chez John, pour le voir. La chambre d'Alice est celle qui fait face au lac, donc la fenêtre de la chambre d'Alice est face au lac elle aussi. Et ça aussi aura son importance plus tard. Petite précision, je rappelle que dans les fenêtres aux US, t'as souvent une moustiquaire, vous savez, un filet, donc on peut pas passer à travers puisqu'il y a la moustiquaire qui bloque. Bon, John explique que comme tous les papas du monde, il est fou amoureux de sa petite fille, il compte les jours, la semaine, parce qu'il a hâte d'être le week-end et de la voir, et il a la haine qu'il y a eu l'ouragan Irma parce que ça l'a empêché de voir sa fille pendant 3 semaines. Bref, Irma est passé, le courant revient à la normale, tout le monde a re de l'électricité, a tout le confort dont il a besoin, y compris John qui accueille de nouveau sa petite fille chez lui tous les week-ends et qui est au paradis. Sauf que cette fois, il se passe des trucs très bizarres. Alice a commencé à se plaindre auprès de John de la chanteuse qu'elle n'aimait plus et qu'elle ne voulait plus voir. Rien que ça. Alors bien évidemment, John, il rationalise le truc, donc il a d'abord pensé qu'elle parlait soit de son ex-femme, soit d'un professeur à l'école, soit d'une copine, enfin d'un truc comme ça. Sauf que dans la nuit du samedi au dimanche, Alice se réveille en hurlant comme si elle avait vu un meurtre. Il n'y a rien de pire pour un père que ça, je pense. Le coup de pression est total. John, héroïque, court dans la chambre d'Alice pour voir ce qui se passe, il allume la lumière et il voit sa fille cachée sous sa couette en train d'hurler. Alors il lui demande ce qui s'est passé et Alice répond de la pire manière possible. Elle montre un coin de la chambre du doigt et elle dit « Regarde ». Moi je ne regarde pas le coin, je prends Alice, je saute par la fenêtre et je déménage. Bon, John a plus de courage que moi apparemment, il regarde le coin et il y a rien du tout. Ni dans le coin, ni sous le lit, ni dans le placard. Vraiment le truc classique du film d'horreur, il n'y a rien. Mais Alice insiste et lui dit, il y avait la chanteuse et je veux pas qu'elle revienne, s'il te plaît papa, fais en sorte qu'elle revienne pas. Mais enfin les fantômes ça n'existe pas, arrête Alice. John s'est dit que c'était une mauvaise nuit, ça arrive, il y a des nuits on fait plein de cauchemars, du coup il l'autorise à dormir avec lui. Et pour le moment il réalise pas à quel point c'est grave ce qui se passe. Mais il a quand même de l'instinct parce que le lendemain, il va faire un truc très malin, il va aller acheter un babyphone. Vous savez, c'est comme des micros en gros. Il y a un micro dans la chambre du gamin et le parent entend tout ce qui se passe dans la chambre. Il achète ça juste pour rassurer Alice, pour lui dire que voilà, il entendra tout ce qui se passe et que s'il y a le moindre problème, il sera là en 1 seconde et qu'elle n'a plus à s'en faire ou à avoir peur ou à être stressée par cette histoire. Les babyphones sont installés, Alice s'endort, elle fait une nuit calme et paisible, tout se passe bien. Et John pense que tout ça, ça appartient maintenant au passé et que ça n'arrivera plus. Quelle erreur! Le week-end d'après, Alice ne peut pas venir chez John parce qu'elle est tombée malade. Elle a chopé un petit virus qui traînait à l'école. Et tant mieux d'ailleurs. Je pensais pas dire ça un jour, mais tant mieux qu'elle soit tombée malade. Samedi soir, 2h du matin, John se réveille parce qu'il y a du bruit, une voix féminine qui fredonne des comptines dans le babyphone. Il est bien réveillé, il ne rêve pas et il entend quelqu'un fredonner des comptines dans la putain de chambre de sa fille. Il explique qu'il a été pris d'une peur totale et encore plus lorsqu'il a entendu la personne dire la phrase suivante: Alice, es-tu réveillée? John, il saute de son lit et il verrouille la porte de sa chambre parce qu'il sait que sa fille court pas un danger puisqu'elle n'est pas là. Elle est restée chez sa mère parce qu'elle était malade. John prend son portable, il appelle son voisin Steve qui kiffe les armes à feu et qui est un ancien Navy, je vous le rappelle, et il lui explique qu'il entend une meuf chanter des berceuses dans la chambre de sa fille. Steve, il part au quart de tour, il sort de chez lui. À partir de là, John sort enfin de sa chambre, il court devant pour rejoindre Steve et il voit Steve en train de pointer avec une arme une meuf qui est accroupie par terre et qui était la meuf qui s'amusait à chanter des berceuses dans la chambre de sa fille. Toutes les fois où Alice a dit à John qu'elle voulait plus que cette personne vienne chanter des berceuses, etc.,
etc. C'était pas des cauchemars, c'était bien réel. Il y a bien quelqu'un toutes ces nuits qui s'est infiltré chez John et qui a chanté des trucs à sa fille. C'est horrible, tu dois dire putain ma fille elle était en danger, elle m'a prévenu mais je l'ai pas cru. Tu dois culpabiliser comme jamais, c'est horrible. Alors qui était cette personne? C'était Jean, la femme du mec qui entretient le quartier. C'est une meuf qui fait des patrouilles pour assurer la sécurité des gens du quartier. Et du coup, quand ils l'ont grillée et qu'ils lui ont dit qu'est-ce que tu foutais, elle s'est défendue en disant non mais je faisais une patrouille, j'ai cru voir quelqu'un entrer dans la chambre de votre fille. Alors que bien entendu ces patrouilles elle les fait pas du tout à 2h du mat, hein, elle les fait le soir bien avant 2h du mat. Enfin bon voilà, une rencontre extrêmement creepy qui a dû se traduire par un gros sentiment de culpabilité pour John et c'est ça qui est horrible dans cette histoire. C'est vraiment ton enfant te dit un truc et tu rationalises mais non t'inquiète tout va bien t'inquiète, sauf qu'il avait raison. Et du coup tout ça a fini par l'installation de barreaux à la fenêtre de la chambre de Alice pour que ça n'arrive plus jamais. C'est triste d'en arriver là mais je pense que quand ça t'arrive tu mets des barreaux, tu mets de l'acier, tu mets tout ce qu'il faut pour être tranquille. Bref ça décale de 6 ans et demi environ le moment où j'aurai un enfant. Alors laissez-moi maintenant vous raconter l'histoire de Tom qui est une histoire qui va vous être un petit peu plus familière parce que ça s'est passé dans les bois et il a vécu ce qu'aucun d'entre nous n'a envie de vivre. Je sais pas si vous êtes déjà allé camper en forêt, en colonie ou juste de par vous-même parce que vous avez envie de vous taper un petit kiff. Forcément on a peur, il y a plein de petits bruits partout, ça fait flipper et parfois même on fait des rencontres cheloues. Tom décide d'aller camper en forêt avec 3 de ses potes, Bennett, Kyle et John. C'était peut-être même le John de l'histoire d'avance, il a vraiment pas eu de chance dans sa vie. Il explique que c'est un délire qu'ils font pour renouer les liens. Chaque année ils vont en forêt, ils vont camper parce que depuis qu'ils sont plus à l'université bah ils se voient beaucoup moins mais ça leur manque. Le premier jour tout s'est passé nickel, ils arrivent, beau soleil, ils mettent en place le feu de camp, les tentes. Le soir ils boivent un petit peu de trucs non alcoolisés parce que c'est meilleur pour la santé et ils vont dormir en ayant passé une merveilleuse journée. Bref tout va bien, y a rien à dire. Le lendemain pareil, toute la journée tout se passe bien, ils arrivent en milieu de soirée et là ils font un petit jeu pour s'amuser que je trouve un peu atypique mais bon. Ils se plaquent au sol en boucle et ça les fait marrer. Et dans la bataille en plein délire de potes, John se fige et dit aux autres vous avez entendu? Entendu quoi, John? Car il fait un petit plaquage à John pour lui remettre les idées en place, il continue à se plaquer, c'est bizarre ce jeu, je comprends toujours pas. 10 minutes plus tard, ils sont crevés à force d'avoir fait ce petit jeu et ils décident d'aller se poser dans la tente. Et là, Tom entend un petit ricanement. Comme ils étaient tous un peu pompettes, Tom se dit que c'est l'un de ses potes qui ricanait pour ce qui s'était passé avant, etc. Il demande aux autres s'ils ont entendu ce qu'il vient d'entendre. Les autres lui disent mais non, c'est toi qui as rigolé. Lui il dit mais non, c'est pas moi qui ai rigolé. Et après un petit blanc de 4 secondes, ils vont tous en courant dans la tente. D'ailleurs, ça me fait rire ce réflexe parce que rares sont les moments de ta vie où tu es aussi vulnérable que dans une tente. En fait, c'est vraiment l'endroit où tu ne vois rien de ce qu'il y a autour, mais tout ce qu'il y a autour sait où tu es. Je déteste ça. Tom, il prend la putain de hache qu'ils ont, qui est la seule arme qu'ils ont sur le campement, le seul truc avec lequel il peut se défendre, puisqu'ils avaient ça pour couper du bois et faire du feu. Petite précision, Tom et ses potes là, ils sont pas allés camper, vous savez, dans des endroits qui sont dédiés à ça, où du coup il y a plein d'autres campeurs, il y a du passage, etc. Là, ils sont juste allés au bord d'une forêt en voiture, ils ont marché 1,5 km vers le milieu de la forêt et ils ont foutu leur campement là. Ce qui veut dire que si t'entends quelqu'un rire et que c'est pas quelqu'un de ton groupe, ce n'est pas du tout normal. Et en plus, comme c'est pas prévu pour les campeurs, il y a pas de réseau. S'il y a un problème, tu es baisé. Vous êtes assez oppressé, c'est bon? Moi, c'est bon, je suis pas mal là. Les dizaines de minutes passent et Tom, vu qu'il était un peu pompette, il s'assoupit et il s'endort. Il est réveillé 1 heure plus tard par le même putain de rire qu'ils ont entendu avant. Après quelques secondes, il voit un doigt qui appuie sur la tente. À partir de là, il sait qu'ils ont pas halluciné et qu'il y a bien quelqu'un qui est là. La personne fait le tour de la tente et arrive au niveau de l'entrée. Et là, s'écoule plusieurs secondes sans qu'il ne se passe rien. La personne ne bouge plus, les gars dans la tente ne bougent plus et tout le monde est probablement en PLS à espérer que tout se passe bien. Et d'un coup, Bougadi Bougadi! Je suis désolé si vous avez eu peur, mais c'est ce qu'ils ont vécu. La personne secoue la tente en criant Bougadi Bougadi. Ok! Cal se réveille en hurlant et le mec qui est à l'entrée de la tente rigole très fort de nouveau et se casse. Tom et ses amis ont passé le reste de la nuit à ne pas dormir. À peine le soleil se lève, Tom et ses potes courent à la voiture, ils ont vite détalé et ils ont heureusement pas du tout croisé quiconque sur le chemin. Donc ils ne savent pas qui est venu cette nuit-là, quelles étaient ses intentions et surtout est-ce qu'il leur serait arrivé quelque chose s'ils étaient sortis de la tente quand le gars était là. Plein de questions sans réponse. Par contre, il y a une question qui reste pas sans réponse. Est-ce qu'ils ont refait du campement? Oui! Sauf que maintenant ils vont dans les fameux spots à camping où il y a des espaces dédiés du coup pour le camping. Et là on voit que c'est des Américains. Tom maintenant amène toujours une arme à feu. Toujours il a avec lui un gun. Il n'y a pas plus ricain. Bon, morale, quand vous allez camper, faites pas n'importe quoi. N'allez pas au milieu d'une forêt pour vous faire kiffer, blablabla. C'est mieux d'aller dans des spots prévus pour. Vous éviterez les grosses frayeurs comme Tom et ses amis cette nuit là. Ça l'a vraiment traumatisé et je pense effectivement pour avoir déjà fait du camping que si ça m'arrivait, bah je serais traumatisé à tout jamais. Bon, dernière histoire qui est trop chelou. C'est une mécanique qu'on a jamais vu avant. C'est gratuit. Il s'est mangé un truc gratuit dans la gueule qui n'a aucun sens. Alors, Noah c'est un mec qui a 17 ans. Ses parents sont partis en congé pendant un mois et il vit dans un petit quartier agréable, plutôt éloigné des autres quartiers qui sont autour de celui-ci et il s'y plaît grave. Comme pour John, comme c'est un petit quartier, il y a souvent des petits événements qui sont organisés pour réunir tous les voisins. Noah il connaît donc presque tous les habitants de son quartier, il peut presque donner le nom de tout le monde d'ailleurs. Et c'est un quartier qui est très calme, genre après 21h, il y a plus de bruit, il y a plus personne dehors parce que c'est que des familles et voilà, c'est très posé. Noah son kiff dans la vie, c'est les peintures en aérosol. Un soir à 22h, il décide qu'il a envie d'en faire et du coup il va dans son garage. Pourquoi? Parce que c'est la zone la mieux ventilée de toute sa maison. Bref, 22h, Noah commence
commence à tendre une toile pour peindre et là quelqu'un se pointe devant son garage. Noah l'a entendu arriver, donc il s'apprête à lever les yeux et à dire bonjour à un voisin, sauf qu'il lève les yeux et il voit quelqu'un qui ne reconnaît pas. Il décrit le gars comme étant un mec de 1m90, maigre et qui semble parfaitement normal. Noah ne le connaît pas, mais il explique que comme c'est un tout petit quartier, ils sont très sympas les uns avec les autres, y compris avec les gens qui connaissent pas. Donc Noah a pas de raison de se méfier, ça fait 17 ans qu'il est sur la planète et 17 ans que bah tout va bien, il fait la discuter avec des inconnus, tout se passe bien. Donc il lui dit salut mec, comment ça va? Ce qui est une manière plutôt cordiale d'entamer la conversation, je vous l'accorde. Le gars se présente donc à Noah, il dit qu'il s'appelle Xavier et qu'il vient d'emménager dans la maison à l'angle de la rue. Noah connaît la famille qui habite dans la maison dont parle Xavier et il lui dit donc ah t'habites chez les Miller. Et Xavier explique à Noah qu'en fait c'est ses cousins et qu'ils ont accepté de l'héberger jusqu'à ce qu'il règle quelques trucs. Honnêtement pour le moment il y a pas de quoi se méfier. Xavier va ensuite dire je ferais mieux de partir, je dois faire quelque chose. C'était sympa de vous rencontrer Noah. Attends mais Noah il s'est jamais présenté? Comment le gars le connaît? Mais Xavier lui dit que les Miller lui ont beaucoup parlé de lui. Ok. Alors nous ça peut un peu nous choquer, mais pas Noah, parce qu'en fait il est assez proche des Millers, et il a même gardé des enfants à eux quand il était plus jeune. Donc oui c'est fortement possible qu'ils aient parlé à leur cousin de Noah. Le lendemain, dimanche, Noah c'est un BG, il décide d'aller faire un petit footing vers son lycée, qui se situe environ à 5 km de chez lui. Et pendant qu'il court, il y a une voiture qui se met à rouler à sa hauteur, et au volant bien entendu c'est Xavier. Xavier propose à Noah, qui est assez loin de chez lui, 5 km, de le ramener. Noah décline l'offre, il explique qu'il kiffe courir, qu'il va rentrer en courant, il adore ça. Et Xavier lui propose d'aller boire un café. Noah est très fermé, et Xavier veut absolument que Noah monte dans cette voiture, c'est inquiétant. Et là, Xavier ouvre la porte passager, fait un geste de la main à Noah pour lui indiquer de monter, et il se met à gueuler. Il lui dit viens, monte dans la putain de voiture, tranquille. Pas tranquille du tout, j'ai refusé 5 fois. Bon là Noah il voit que Xavier est un peu insistant, et du coup il décide de prendre la fuite, de lui dire c'est ciao, j'ai des amis qui m'attendent à l'école, et il trace à son école. Il y appelle un ami pour qu'il vienne le chercher, et il voit au loin la voiture de Xavier, qui est d'ailleurs toute cabossée, se barrer. Quelques jours plus tard, il y a un barbecue chez des voisins. Tous les voisins y vont comme d'hab, y compris les Miller. Noah va les voir, parle avec eux, et au bout d'un petit moment il leur dit au fait j'ai rencontré Xavier. Ce à quoi ils répondent qui est Xavier? Les Miller ne connaissent aucun Xavier, et encore moins un certain Xavier qui aurait emménagé chez eux et qui serait leur cousin. Donc le mec que Noah a déjà vu 2 fois est un pur mytho. Dans le quartier il y a un voisin qui est policier qui s'appelle Paul, et du coup les Miller et Noah vont prévenir Paul de ce que Noah a vécu. Paul peut pas faire grand chose, il dit juste à Noah de l'appeler s'il le croise, s'il le voit au loin, s'il y a le moindre problème, qu'il hésite pas. Il s'engage aussi à faire des patrouilles pendant plusieurs semaines dans le quartier en espérant tomber sur ce fameux Xavier et découvrir quelles sont ses intentions en fait, parce que c'est un gros mytho. À partir de là, pendant 2 semaines, plus aucune nouvelle de Xavier. Noah ne le croise plus, ne le voit plus, il pense que c'est du passé, qu'il s'est définitivement barré avec sa voiture qui a bossé, sauf que non. Un soir, Noah rentre assez tard de chez un ami, il va dans sa cuisine, commence à se faire à manger, et là il entend quelqu'un qui frappe à la porte. Dans le doute, il regarde dans l'œil de la porte, et qui y voit? Ce cher Xavier. Il sait que Noah est là puisqu'il l'a entendu venir vers la porte d'entrée, et du coup il lui dit qu'il s'excuse, qu'il voulait pas s'énerver, qu'il passait une mauvaise journée, et bref qu'il a merdé. À ce moment précis, Noah se chie totalement dessus, il aimerait hurler et dire à Xavier de dégager, le menacer d'appeler la police, etc. Sauf qu'il y a rien qui sort. Vous savez, c'est ces moments horribles où tu sais ce qu'il faut faire et tu le fais pas parce que t'es tétanisé par la peur. C'est horrible. Xavier enchaîne, lui répète qu'il s'excuse et il lui demande d'ouvrir la porte. Il lui dit qu'il lui fera aucun mal, il veut juste que Noah il ouvre la porte. D'ailleurs, il essaie de l'ouvrir lui-même, sauf que la porte est verrouillée, donc il peut pas rentrer. Comme la dernière fois en voiture, il se met à s'énerver, il se met à crier sur Noah pour qu'il ouvre la porte. Et pendant ce temps-là, Noah il est derrière la porte et il est tétanisé. Il est là à se faire crier dessus par un mec qu'il connaît pas, qui essaie d'entrer chez lui par effraction. C'est quoi cette situation de merde? L'enfer. Xavier continue à brûler la porte, à lui dire d'ouvrir et à dire ils nous attendent. Ils nous attendent. Est-ce que ces mots font peur? Oui. À ce moment-là, le chien de Noah percute enfin qu'il y a un truc anormal qui se passe. Il descend de l'étage et il se met à aboyer sur la porte. Là, on se dit, bon, présence d'un chien, ça fait toujours flipper un mec qui veut rentrer chez toi et qui veut te voler des trucs ou qui veut te kidnapper, tout simplement. Pas du tout. Xavier se met à rigoler et il dit, ils m'ont jamais dit que t'avais un chien. De qui il parle, mec? Grâce aux aboiements de son chien, Noah il reprend ses esprits. Il fonce dans le garage parce qu'il se souvient qu'il y avait laissé son téléphone. Il le prend et il appelle Paul, le fameux flic du quartier. Il y a un petit temps qui passe entre le moment où il appelle et le moment où Paul et la police arrivent. Et du coup, quand ils sont arrivés sur place, Xavier était plus là. Aucune trace de Xavier. À partir de là, Paul il part vivre quelques jours chez les parents d'un pote à lui, avec son pote, parce que c'est un peu traumatisant ce qu'il vient de vivre quand même. Et il revient quelques jours plus tard, une fois que ses parents à lui ont changé toutes les serrures et portes de la maison. Ils ont pris 0 risque et ils ont eu raison. Noah n'a plus jamais eu de nouvelles de Xavier. La police a continué pendant 1 mois à faire des patrouilles très régulières dans le quartier. Ils sont jamais tombés sur lui. Et du coup, Noah ne sait toujours pas ce que ce gars lui voulait. Et c'est la question moi aussi que j'ai. C'était qui? Bordel! Qui fait ça? Les amis, c'est la fin de ces 3 histoires d'horreur. Elles étaient assez longues aujourd'hui, mais en même temps, plus le temps passe, plus les histoires qui m'affectent sont celles qui sont assez longues. Parce qu'il y a beaucoup de détails, beaucoup de contexte, et c'est là où je suis dedans, quoi. Je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. S'il y a des moustiques, laissez la fenêtre fermée. Parce que la petite moustiquaire, là, les gens passent à travers, puis ils chantent des chansons à vos enfants. À bientôt, et comme toujours, passez une douce et agréable nuit.